Chers intervenants, chers amis de la Maison Heinrich Heine, bienvenue à la première conférence de notre cycle consacré à la chute du mur et à ses conséquences. Cette conférence débat s'inscrit également dans le cadre de la Nuit des débats de la ville de Paris. La chute du mur, il y a 30 ans, prélude de l'effondrement du système soviétique et de la recomposition géopolitique qui s'en est suivie, est devenu le prisme à travers lequel l'actualité et les soubresauts du monde sont souvent analysés. Francis Fukuyama y a même vu le prélude de la fameuse fin de l'histoire qui marque, selon lui, avec la fin de la guerre froide, la victoire idéologique de la démocratie et du libéralisme, et donc de la démocratie libérale sur les autres idéologies politiques. Au plan européen, la réunification allemande a été le banc d'essai de l'élargissement de la communauté européenne vers l'Europe centrale et orientale, intervenue en 2004 et 2007. Le bilan de cet élargissement est pour le moins contrasté. Si l'élargissement territorial et économique s'est bien réalisé, grâce notamment à des transferts financiers considérables depuis les fonds communautaires, la convergence en matière de valeurs et le respect de l'état de droit se révèle beaucoup plus problématique, y compris dans l'ex-Allemagne de l'Est. Et il y a des exemples tous les jours. Dans certains États membres, la démocratie libérale, évoquée par Fukuyama, cède le pas à l'exaltation de la démocratie illibérale et douche sérieusement les espoirs d'unification de l'Europe élargie manifestés après la chute du mur. Était-ce, comme l'a dit récemment le philosophe Frédéric Worms, que l'on d'ailleurs va recevoir ici le 4 novembre, et je cite, une illusion qui, faute d'avoir été assumée, critiquée, dépassée, nous revient aujourd'hui en fragilisant l'Europe elle-même et le monde. Pour évoquer cette difficile question, et d'autres bien sûr, nous nous réjouissons d'accueillir ce soir des intellectuels au sens large, venus d'horizons et de pays divers, qui nous donneront leur vision, leur prisme sur les évolutions de ces 30 dernières années. Tout d'abord, Madame Michaela Wiegel, correspondante politique à Paris de la Frankfurter Allgemeine Zeitung. Madame Christine de Mazières, très impliquée dans les relations franco-allemandes et auteure du livre du roman 3 jours à Berlin, paru récemment aux éditions Sabine Vespizer. Et je viens d'apprendre qu'un autre roman est en train de s'écrire. Monsieur Jacques Rupnik, politologue spécialiste reconnu de la Russie et des pays d'Europe centrale et orientale, et directeur de recherche au Centre de recherche international de Sciences Po. Monsieur Olivier Guèze, historien, écrivain et journaliste, il a récemment publié dans le magazine Le Point une série d'articles tirés d'un long périple en Europe, notamment en Europe centrale et orientale. Et last but not least, monsieur Roman Krakowski, historien d'origine slovaque, maître de conférence à l'Université de Genève. Je le remercie d'avoir accepté d'assurer l'animation de cette table ronde et je lui passe la parole. D'ailleurs, je voulais mentionner le livre qui est aussi en vente devant la salle de Roman Krakowski, Le populisme en Europe centrale et orientale, un avertissement pour le monde. Je viens de le découvrir, mais je voulais le signaler aussi. Merci beaucoup. Merci à tous d'être là. Merci pour l'invitation à ce cycle et à tous mes convives autour de moi de se prêter à cet exercice. Donc, j'avais envie de partir d'un paradoxe. En 89, la chute du communisme est célébrée comme une grande victoire de la démocratie sur le dernier autoritarisme européen. On se souvient tous de ce moment d'espoir et d'effervescence populaire, peut-être le dernier grand moment où on a vécu un moment d'histoire européenne en direct.
Et 30 ans plus tard, en 2019, on a une impression un peu de quelque chose qui a raté. L'Europe centrale et orientale est en partie devenue un des foyers de la critique de la démocratie libérale, donc avec ce mouvement illibéral qu'on a mentionné tout à l'heure. Et le moment de célébration des 30 ans de la chute du mur est devenu, et d'ailleurs la présente table ronde en est un peu la manifestation, un moment d'interroger, en fait, de se poser plutôt des questions que de célébrer une victoire de la démocratie. Donc, j'aurais envie donc de continuer un peu sur ce mouvement et essayer d'interroger ce moment et les 30 ans qui ont suivi avec les invités qui viennent, comme on l'a dit, des horizons très différents et qui nous donneront peut-être un éclairage différent par rapport à leur parcours, leur sensibilité. Donc peut-être une première question pour planter le décor. On se souvient tous des images de la chute du mur, hein, donc, qui a focalisé en fait quelque part l'attention de ce moment sur l'Allemagne. Et sur ce qui se passait à Berlin un peu plus particulièrement. Mais en fait, aujourd'hui, où est-ce qu'on situerait en fait le début et la fin de ce processus ? Est-ce que c'était vraiment un tournant qui était articulé autour de ces quelques semaines, ou est-ce que c'était quelque chose de beaucoup plus large qui a commencé bien avant 89 et qui peut-être se poursuit bien après, voire jusqu'à aujourd'hui. Est-ce que avec ce mouvement illibéral qui est en train de prendre de la puissance en Europe, on peut dire qu'on est sorti de l'autoritarisme en Europe? Jacques Rupnik, j'aurais envie de commencer par vous. Mais sentez-vous libre aussi de prendre la parole des autres. Merci déjà pour l'invitation. Je suis très heureux d'être ici et je ne peux pas m'empêcher de penser en étant ici à ma dernière visite à la maison Heinrich Heine où nous évoquions aussi les sujets européens et les changements et nous étions avec André Gratchev qui est là, mais aussi avec notre ami Daniel Vernet auquel je pense ce soir particulièrement et qui nous manque. C'était un très grand journaliste et vraiment grand connaisseur de l'Allemagne, bien sûr, mais aussi de la Russie, des réalités de l'Est. Voilà. Donc, une pensée pour notre ami Daniel. Je crois que nos amis préciseront la place de la chute du mur et bien entendu, dans le contexte allemand, cela a une dimension primordiale. Un pays divisé et une ville divisée par par le mur. Voilà, c'était ça le symbole de la division. Où commencer ? Qui a commencé quand commence vraiment la chute du mur ? Alors là, ça serait la question difficile. C'est vrai qu'en posant la question ainsi, 89 n'est pas seulement un événement, mais un processus. Et à ce moment-là, bien sûr qu'on a tous en mémoire la rupture, et 89, c'est une des grandes ruptures dans l'histoire européenne, mais évidemment, il y a un peu l'illusion d'optique que ce miracle s'est produit soudainement, rapidement, que c'était assez indolore. Une révolution sans un carreau de cassé, c'est quand même assez... c'est pour ça qu'à Prague, on l'appelait la révolution de velours. Voilà. Donc, ça ne répond pas tout à fait à l'image de la prise du Palais d'Hiver qu'on voit dans le film d'Eisenstein. Voilà, c'est pas l'imagerie de la prise de la Bastille ou la prise du Palais d'Hiver. C'est quelque chose des mobilisations populaires et pacifiques qui représente une rupture dans l'histoire européenne. Mais évidemment, si on prend où faut-il commencer, alors, mais je ne fais qu'esquisser la question. Vous pouvez soit partir, alors, un Hongrois dira faut partir de 56, un Tchèque ou un Slovaque dira et 68, la dernière grande tentative de réforme et de transformation du système, dont l'échec d'ailleurs a
provoqué la stagnation et le déclin et la disparition du système soviétique. Un Polonais dira mais non, et Wałęsa, bien entendu, et les autres ont dit et répété que la chute du mur commence avec Solidarność. Donc on a une dette immense, comme toujours, envers la Pologne, une dette qu'on ne saura jamais véritablement payer. Donc ça, c'est une façon de voir la chute du mur. Et l'Allemagne de l'Est dira 17 juin 1953. Et 17 juin, voilà. Alors on peut, voilà, jusqu'où faut-il remonter pour voir... Qui fut notre fête nationale, jamais oublié. Hein. Alors, bon, très bien. Donc ça, c'est une façon de dire la chute du mur, c'est l'aboutissement d'un processus. Il y a une autre façon aussi d'aborder ce sujet. Bon, je n'avais pas envisagé ça sous cet angle, mais que 89, même 89, la chute du mur est l'aboutissement de 89. C'est l'événement que tout le monde a retenu, mais c'est l'événement le plus marquant. Mais 89 commence en février, je crois que c'est début, quelle était la date exacte, 15 février peut-être, où deux choses se produisent le même jour ou en même temps. La décision de Gorbatchev de retirer les troupes d'Afghanistan. Et le même jour, la décision d'ouvrir les négociations de la table ronde en Pologne. Ça veut dire quoi ? Que Moscou décide, renonce à l'emploi de la force pour gérer l'empire. Et la renonciation à l'emploi de la force en Afghanistan, évidemment, signifie en Europe de l'Est, si vous n'employez pas la force, il faut parler à la société, il faut négocier avec la société. Donc ça, c'est le même jour. Il y a une autre date qui est intéressante. Prenez le 4 juin. Ce sont les premières élections libres en Pologne. C'est aussi le jour de Tiananmen. Les deux options sont possibles. Ceux qui pensent que c'était inévitable, que c'était inéluctable, non, ce n'était pas une marche directe. Il y avait des options différentes et Gorbatchev, qui d'ailleurs se trouvait à Pékin à ce moment-là, était aux premières loges, si j'ose dire, pour réfléchir aux deux options. Et donc, voilà, je pourrais poursuivre ainsi. Pendant l'été 89, vous avez l'ouverture par les Hongrois du rideau de fer entre la Hongrie et l'Autriche. Les Allemands de l'Est fuient avec leur Trabant de Hongrie vers l'Allemagne en passant par l'Autriche. J'étais à Vienne à ce moment-là et on les a vus, on a vu les Flüchtlinge défiler en masse. Voilà, c'était ça, une contribution à la chute du mur. Et puis arrive ensuite la chute du mur proprement dite. Donc, voir la chute du mur, soit la suite d'un long processus de décomposition du système communiste, comme j'ai dit, de 56 ou même de 53 en passant par 68 et 80. Et puis, il y a 89, la dynamique de l'année 89, dont pour moi, ce qui est important, c'est quelque chose que je n'aurais pas dit à l'époque, parce qu'on était tellement le regard fixé sur les protagonistes. Et moi, j'étais plus particulièrement fixé sur Prague et le protagoniste avec lequel j'ai eu la chance de travailler ensuite, qui était Václav Havel. J'étais à ses côtés quand il a été élu président de la République en décembre 89. Mais ça, c'est la fin de l'histoire. Il y a le facteur Gorbatchev, la renonciation à l'emploi de la force, qui me paraît maintenant rétrospectivement comme un élément crucial qui peut paraître extérieur à notre réalité au centre de l'Europe, mais sans lequel le reste n'est pas intelligible, je crois. Non, bonsoir à tous. Ce que dit Jacques Rupnik, évidemment, est tout à fait juste, cette espèce de processus de dissolution dans les différents pays d'Europe centrale et orientale, que ce soit ou la Pologne, ou la Hongrie, ou la Tchécoslovaquie. Je pense aussi que, évidemment, le facteur déterminant, c'est l'affaiblissement du Garde-Schirm de cette région, à savoir l'Union soviétique. Ça a été un petit peu évoqué à la fin de la réponse de Jacques Rupnik. Moi, je vois peut-être 3 moments, mais qui complètent ce qui vient d'être dit. C'est cette fameuse conférence d'Helsinki en 1975, où
il y aura désormais la possibilité d'évoquer les droits de l'homme, ce qui à l'époque semble une clause quasiment sans aucune importance et qui va entrouvrir à un moment, va permettre à certains dissidents de s'exprimer à l'intérieur du bloc. On pourrait dire 79 aussi, quand l'Union soviétique entre en Afghanistan, ce qui va quand même être le tombeau de l'Union soviétique, cette guerre en Afghanistan qui va l'épuiser psychologiquement, militairement. Et puis évidemment, ça vient d'être dit, l'arrivée de Gorbatchev au pouvoir, et qui se rend compte assez rapidement que l'État à la tête duquel il vient d'arriver est totalement pourri et vérolé de l'intérieur. Donc il y a tout un faisceau, effectivement, de phénomènes qui expliquent l'apothéose de l'automne 89, avec cette chute très symbolique du mur. Et puis pour rebondir, l'autre partie de la question, c'est-à-dire aujourd'hui, personnellement, je pense que ce serait une erreur de faire un lien entre la chute du mur et les démocraties libérales aujourd'hui. Je pense que tout n'était pas écrit du tout, qu'il y avait 1000 chemins qui auraient pu être pris. Certains ont été pris d'ailleurs, à une époque, d'autres chemins. Je pense qu'on reviendra là-dessus, sur peut-être ce qui s'est passé ces 10-15 dernières années, sur le projet européen en lui-même, et sur les différentes perceptions de l'histoire qu'ont les pays d'Europe centrale et orientale et les pays d'Europe occidentale. Il y a aussi une autre manière peut-être de voir 89. Donc Jacques Rupnik a posé cette question, est-ce que c'est un événement ou un processus, et a rappelé ce qui précédait en fait 89. Mais il y a aussi peut-être une autre manière de voir 89, ou la chute du communisme, comme une forme d'épuisement d'un mode d'organisation de société, et dès les années 80, le basculement progressif vers un autre modèle. Dans les années 80, la Hongrie et la Pologne également, un peu plus tard, mais au moins ces deux pays introduisent toute une série de réformes assez libérales. Et vers 85, 30% du PNB en Hongrie provient du secteur privé. Donc il y avait une dérégulation qui était déjà en cours dans les années 80, ce qui me permet déjà de poser cette question, est-ce que 89 était véritablement un tournant, ou est-ce que ce processus où 89 était une étape, le basculement politique, en fait, ne s'est pas poursuivi par la suite avec et ce qui se passe en Europe centrale et orientale, y compris en Allemagne de l'Est, en fait, s'inscrit dans un moment beaucoup plus global, un moment libéral, avec le thatcherisme et après le passage à l'économie libérale dans les années 90. Michaela Wigler. Oui, alors avant de plonger dans votre théorie que finalement c'est un mouvement qui était précédé par un changement déjà sociétal, j'aimerais revenir à cette symbolique du mur, parce que bon, je suis allemande et je crois quand même qu'on peut dire quelques mots, justement parce que vous avez dressé un processus assez négatif en disant aujourd'hui, 30 ans après, on est en quelque sorte en train de se dire ce processus a pour partie échoué et que nous sommes face à des démocraties libérales, et parfois on est effectivement tenté à faire une comparaison entre le rideau de fer, le mur, et aujourd'hui cette volonté de reconstruire des frontières, des rideaux pour se protéger, notamment là où était avant l'ancienne ligne du rideau de fer. Moi, je pense que il faudrait avoir une lecture quand même beaucoup plus ouverte et comprendre que ce qui a pu rater s'explique surtout par ce qu'il a réussi. Et je crois une des grandes réussites, c'est justement cette conquête de liberté individuelle qui, à mon avis, n'est pas automatique avec un modèle de société. Et je crois que réellement, la grande conquête de 1989, et c'est pour ça que je mentionnais aussi 53, parce que pour moi, c'est l'apogée
de la négation de la liberté individuelle, logiquement suivie quelques années après par la construction du mur. Donc, à mon avis, cette conquête de la liberté individuelle, elle a provoqué des mouvements de population qu'on n'avait plus connus. Notre ancien président l'avait assez joliment formulé, je parle de Joachim Gauck, en disant on rêvait du paradis, on s'est retrouvé en Rhénanie, ça rime en allemand, hein, en Rhénanie-Westphalie du Nord. Et en fait, je crois profondément que cette peur de l'autre et cette tendance à vouloir avoir des leaders qui protègent à l'Est est directement liée à ces mouvements de population, au fait que quand vous regardez par exemple un pays comme la Hongrie, mais même l'Allemagne de l'Est a perdu autour de 10% de sa population, et pas la population la plus âgée, mais celle qui était la plus jeune, la plus dynamique. Et donc, ça a forcément un effet sur l'état d'esprit aussi. Et donc, je crois, si on veut comprendre ce qui se passe, il faut vraiment mentionner tout ce qui a si bien marché et qui fait qu'il y a eu des gens qui ont réalisé leurs rêves, mais qui ne sont plus là dans les sociétés pour les défendre aujourd'hui. Oui, pour répondre à votre question, Roman, sur les prémices de 89 sur le plan économique. D'ailleurs, s'il y avait déjà des ouvertures, effectivement, en Hongrie, c'était comme il disait, la baraque la plus drôle du camp de l'Est. Il commençait à y avoir un peu d'ouverture économique, notamment. Si on prend l'Allemagne de l'Est, par contre, non. Et ce qui est important de rappeler, c'est que... justement, le pays est tombé, le mur finalement a été suivi d'un effondrement comme un château de cartes de ce pays, parce qu'il était complètement exsangue. Et on vivait sur l'idée c'était le 10e État industriel au monde, il y avait cette propagande, et en réalité, c'est un État au bord de la faillite. Lorsque Egon Krenz a remplacé Erich Honecker le 18 octobre, je crois, 89, donc juste après la visite de Gorbatchev pour les 40 ans de la RDA, 7 octobre 89, il a demandé un bilan économique, parce que ça n'avait pas été fait, et ce bilan a montré que l'économie est-allemande allait faire faillite, c'est-à-dire qu'il ne pouvait plus payer le mois suivant les fonctionnaires qui représentaient à peu près 80% de la population active. Donc c'est le papier de M. Schur, qui était le responsable économique au comité central. Et cela, on l'ignorait, mais cette faillite profonde du système, en fait, qui s'était traduite aussi par une absence d'investissement économique, une faillite écologique aussi profonde. Le pays était dans un état de pollution de l'air, de l'eau extrêmement, extrêmement grave, a poussé finalement ce régime, qui était encore un régime assez, jusqu'au bout, assez stalinien, entre guillemets, en fait, à avoir recours à des prêts auprès de banques occidentales, auprès de l'Allemagne de l'Ouest. Et c'est ça qui l'a poussé un tout petit peu à faire des concessions et à envisager à un moment donné de faire une réglementation sur les sorties, le permis de voyager. C'est ça qui a été le déclenchement le 9 novembre, lorsque Gunda Schabowski, le porte-parole, a annoncé une réglementation qui allait effectivement arriver, mais lui, il a improvisé en disant que c'était tout de suite. Donc c'est ce qui a déclenché finalement l'événement lui-même. Mais derrière, il y a un mouvement de fond qui était un épuisement du modèle qui, de toute façon, ne pouvait plus persister sans une aide. Et l'autre facette, à part l'économie, c'était aussi l'épuisement moral du système, parce que c'est vrai que la volonté de pouvoir franchir le mur était quelque chose de complètement sous-estimé par justement les dirigeants à l'époque de l'Allemagne de l'Est, qui pensaient que les gens allaient faire un petit tour et puis voilà, quoi.
il reviendrait tranquillement. Et ça, par exemple, Schabowski l'a reconnu, l'a écrit dans ses mémoires. Il y avait une coupure entre la nomenclatura qui gouvernait, je parle de la RDA uniquement, et qui vivait dans son petit monde avec ses magasins propres, réservés à eux, et le reste de la population qui n'en pouvait plus. Une des difficultés peut-être d'interprétation de ce processus 89 et de ce qui a suivi est peut-être l'extrême diversité des pays en fait, qui étaient concernés. On a mentionné un peu l'Allemagne, on a déjà annoncé ou rappelé qu'il y avait des attentes un peu différentes en fonction des pays. On se positionnait ailleurs. Est-ce qu'on pourrait peut-être rappeler, en se positionnant du côté de l'Allemagne, du côté de l'Europe centrale, peut-être du côté français, quelles étaient les attentes des uns et des autres, quels étaient les rêves, et peut-être ça nous permettra un peu plus de comprendre ce qui a suivi après. Si on se place du côté... Qu'est-ce qu'attendaient les Allemands en 89 ? Alors, je ne sais pas si je vais pouvoir répondre à ce qu'attendaient les Allemands. On peut essayer, on va tous réfléchir ensemble, mais moi je peux déjà vous donner ma propre expérience de l'automne 89. J'ai 15 ans, je suis devant ma télé, je suis lycéen, et c'est un moment de joie exceptionnel. Et en fait, j'ai écrit il y a 10 ans un livre vraiment sur les événements de la chute du mur, c'est-à-dire ce mois, je dirais presque hallucinant, entre la visite de Gorbatchev à Berlin-Est le 6 octobre, ça commence le 6 octobre pour les 40 ans de la RDA, et 1 mois et 3 jours plus tard, le mur tombe. Ce qui est, personne ne s'y attendait. Moi, je vivais ça au jour le jour. Toute cette année 89 m'avait absolument fasciné, et chaque fois que je revois les images de la chute du mur, donc cette nuit du 9 novembre 89, j'ai presque les larmes aux yeux. C'était à un niveau européen, pour un gamin comme j'étais, c'était quelque chose d'absolument exceptionnel. Et je pense qu'on a oublié un petit peu vraiment ce moment d'euphorie absolument incroyable à ce moment-là. Alors, qui attendait quoi ? C'est une bonne question. Peut-être je peux peut-être commencer par les Français. Pour le pouvoir français, à l'époque, c'est pas loin d'être une catastrophe quand même, cette chute du mur. François Mitterrand s'y attendait. Enfin, personne ne s'y attendait, soyons clairs. Hein. Personne n'a été plus malin qu'un autre. Mais pour la France, c'est très compliqué, puisque la France, en fait, s'était construite une Europe à sa mesure, d'une certaine manière. Parce que toute l'histoire de la diplomatie française sur les derniers siècles, quelque part, ça a été d'avoir une Allemagne pas trop puissante. Et donc ces deux Allemagnes arrangeaient extraordinairement les affaires françaises, puisque, au fond, l'Allemagne de l'Ouest était ce géant économique qui s'était reconstruit très rapidement, mais qui politiquement n'osait pas ou ne voulait pas trop se mêler de politique. Et donc la France était vraiment le grand leader de la communauté européenne de l'époque. Et donc, lorsque les Français constatent finalement que cette division de l'Europe qui faisait bien leurs affaires pendant plusieurs décennies n'avait plus cours, ça a été très compliqué. Il a fallu repenser une diplomatie. Et la France, globalement, a freiné au moment de la réunification, mais comme d'autres. Hein. Thatcher n'en voulait pas. Margaret Thatcher était totalement effrayée. Moi, je me souviens d'une lecture il y a longtemps maintenant, qui étaient les mémoires de Fritz Stern, le grand historien d'origine allemande, américain. Ça s'appelait, je crois, Les 5 Allemagnes, ses mémoires. Et il racontait comment il avait été convoqué par Thatcher au 10 Downing Street en 89-90, à plusieurs reprises, parce qu'elle avait tellement peur d'une réunification allemande qu'elle avait eu recours à tous les plus grands historiens de l'Allemagne pour savoir si on pouvait laisser la chose se faire ou pas. La France de Mitterrand, dans mes souvenirs en tout cas, c'était quelque chose de cet ordre-là. Pour les Allemands, je vais commencer. Moi, je ne suis pas allemand, mais même si je me suis évidemment beaucoup intéressé à toute cette affaire, je pense que les attentes n'étaient pas du tout les mêmes. Récemment, il y avait un documentaire sur Arte, justement sur cette année qui suit la chute du mur. Et dans ce documentaire, on montre très bien que l'Allemagne de l'Ouest a fait quasiment une OPA sur l'Allemagne de l'Est à ce moment-là. C'est-à-dire, quelque part, il s'agissait de réintégrer dans le giron les petits frères, les cousins qui s'étaient perdus dans 40 ans de socialisme. Et il montrait bien au moment des négociations avec les soviétiques, les Américains, Bush, que finalement, il y avait encore un ministre des Affaires étrangères est-allemand à l'époque, mais celui-ci n'avait jamais eu droit à la parole, d'une certaine manière, qu'il n'avait pas pu donner. C'était un petit peu quasiment
l'adjoint de Genscher, qui était à l'époque le ministre des Affaires étrangères. Je pense une dernière chose, puis après je vais laisser la parole, puisque là aussi c'est toute une multiplication de facteurs et d'analyses possibles. Je pense que globalement, les pays d'Europe centrale et orientale, cet Occident kidnappé, pour reprendre la formule de Kundera, attendaient à ce moment-là et dans les années 90 une reconnaissance de leur souffrance. C'est-à-dire les 40 ans de communisme imposés par l'Union soviétique, finalement, je pense, n'ont pas été jugés à leur véritable valeur, à savoir l'immense souffrance, et j'hésite pas quelquefois à employer le mot de génocide culturel qui a eu lieu en Europe centrale et orientale pendant ces 40 ans. Et je pense que l'Europe occidentale aurait dû reconnaître ces souffrances, et je pense que là, il y a une première brisure, en fait, entre l'Est et l'Ouest retrouvés après la chute du mur. Jacques Rupnik, vous étiez en 89-90, vous étiez sur place, vous avez circulé entre Prague, Vienne, Berlin. Comment vous avez perçu les choses, et comment vous avez perçu la façon dont ils ont été interprétés aussi par vos interlocuteurs au moment où ça se passait? Bon, je reviens à l'idée mentionnée tout à l'heure que d'abord, personne n'avait prévu et il n'y avait aucune inévitabilité. Maintenant, on raconte l'histoire comme si tout était inévitable, le système était fichu. Non, il n'y a pas d'inévitabilité. Václav Havel, d'ailleurs, il y a 10 ans exactement, je l'avais invité à Sciences Po, et il a fait un très beau discours qui est son dernier essai politique. Et c'est sur le thème de l'imprévisibilité de l'histoire. J'avais constamment la visite de gens divers, des historiens, des journalistes, et ils avaient tous une lecture, il y a le sens de l'histoire, il y a des lois de l'histoire, il y a ceci. Et il dit, je les écoutais toujours avec intérêt et perplexité, parce que, bon, moi je n'ai jamais cru à quoi que ce soit de ce genre. Nous n'avions aucune idée, jusqu'à la fin, de la façon du dénouement. Nous n'en savions rien. Et donc, ça, c'est une chose, l'imprévisibilité, et c'est vrai aussi pour le milieu universitaire. Dans le milieu universitaire, tu es bien placé pour savoir que les personnes dans les sciences sociales n'avaient prévu la fin du communisme, même si, après coup, il ne manque pas d'esprit très savant pour montrer que la chute du communisme était inévitable, avec une multitude d'arguments tout à fait rigoureux, scientifiques, avec des données, etc., etc. Donc ça, c'est le propre des sciences sociales, incapacité de prévoir, mais a posteriori, expliquer pourquoi ce qui s'est produit était inévitable. Donc ça, c'est une première chose dont je me souviens en 89, c'est constamment la surprise, que les frontières du possible étaient constamment repoussées. Et ça, c'est vrai pour chacun des événements. J'étais à Budapest au moment de Tiananmen. Je me souviens des discussions avec mes amis hongrois. J'étais avec György Konrad et avec Laszlo Rajk, tous les deux disparus la même semaine, il y a à peu près 3 semaines de cela. Voilà, 2 très bons amis. Je me souviens de la discussion que l'on avait ce jour-là, etc. Et eux voyaient ça comme un avertissement. Ils disent, voilà, tout peut être encore renversé. Il n'y a pas d'inévitabilité. Donc ça, c'est une chose qui me vient à l'esprit. Et c'est vrai aussi si on prend les événements de la Révolution de velours à Prague, pendant le mois de novembre. On pourrait se dire, Prague arrive enfin en queue de peloton, les carottes sont cuites en quelque sorte, c'est un boulevard. Peut-être rétrospectivement, ça paraît comme ça, mais pendant les événements déclenchés au mois de novembre, là, mi-novembre, le mouvement des étudiants, la répression, les manifestations de rue tous les soirs. Et quand vous lisez la transcription des négociations entre le Forum civique, dont Havel était le leader, et la direction du parti, les réunions ont lieu, je crois, tous les 2 jours ou tous les 3 jours. Les frontières du possible bougent tous les 2 ou 3 jours. Donc ce qui a été négocié à 3 jours est déjà dépassé. Parce qu'entre-temps, il y a eu la foule. Et entre-temps, il y a eu une chose essentielle, c'est-à-dire l'abolition de la censure, ou progressive.
soudain apparaissent à la télévision tchèque des visages qu'on n'avait pas vus, etc. Ah, ils sont là. On mentionne qu'il y avait eu une manifestation, etc. Donc, à partir de ce moment-là, tout le monde a compris que quelque chose est en train de basculer. Et à ce moment-là, ceux qui avaient peur et restaient terrés chez eux et laissaient les dissidents se battre courageusement pendant des années et des années, descendent dans la rue, ils n'ont plus peur, ils sont capables de participer au mouvement, et la peur change de camp. Ceux qui commencent à avoir peur, c'est ceux qui ont le pouvoir. Eux, ils commencent à sentir que les choses s'effritent et que Gorbatchev et que l'Union soviétique n'est plus la politique d'assurance qu'ils avaient cru souscrire il y a quelques années. Et quand on voit ça, que la mobilisation est là et que votre politique d'assurance ne marche plus, alors évidemment, oui, là, à ce moment-là, on bascule dans... voilà, on recule chaque jour les frontières du possible. Et bien sûr que les Polonais avaient négocié des élections libres, pas à 100% libres, pour le mois de juin. Évidemment, si vous négociez au mois de novembre, vous négociez sans réserve. Vous n'avez plus les mêmes contraintes. Pour ce qui, juste un mot, faut pas que je... pour les réactions à l'extérieur, quand vous dites « vue de France, c'était une catastrophe », ce n'est pas comme ça que j'ai vécu ça. Non. Il y a eu beaucoup de gens qui ont véritablement senti authentiquement une adhésion et un enthousiasme pour ce qui s'est produit. Non, ce n'était pas vécu par les Français comme une catastrophe. C'était un grand élan. J'ai pas dit pour les Français, hein. Oui, j'ai dit pour la diplomatie française. Je dirais pas le mot, je n'utiliserai pas le mot catastrophe. La France, bien sûr, avait une rente de situation dans une Europe divisée, on peut le dire comme ça, et que donc la donne changeait. Mais il y avait une grande différence entre la politique de Mitterrand et de Thatcher. Thatcher, dans sa fameuse réunion avec les historiens, elle a un point de vue carrément nationaliste. Nous devons nous préparer, etc. L'Allemagne va se réunifier, et ça, c'est toujours une mauvaise nouvelle pour l'Europe. Et vous, historiens, et moi j'ai parlé à certains de ceux qui ont participé à cette réunion, c'était une réunion, à quoi doit-on se préparer? Voilà, c'était ça l'atmosphère. Mitterrand, c'était, bon, bien sûr, je dis, la France perd cette rente de situation, entre guillemets, dans une Europe divisée. Mais le souci de Mitterrand, et c'est ça qui lui permet de retomber sur ses pieds, c'est l'Europe. Mitterrand a beaucoup changé de politique, comme on le sait, sur le plan intérieur, mais il avait une conviction forte, sans doute, qui a guidé toute sa politique, tout le monde, c'était l'Europe. Et je crois que lorsqu'il... voit ce qui se passe et ce qui va devenir inévitable, ben, à ce moment-là, il faut absolument accompagner. Si la chute du mur signifie réunification de l'Allemagne, il faut que la réunification de l'Allemagne se fasse comme quelque chose qui soit compatible avec un projet européen renforcé. Voilà, quelque chose comme ça. Et il a eu la chance de trouver un partenaire européen. Ça, c'est la grande différence avec Thatcher. Il a comme partenaire Helmut Kohl, et c'est à ce moment-là qu'est né l'euro. On l'oublie, ça. L'euro est né à ce moment-là. Et donc, voilà, le souci de Mitterrand était, je crois, assez différent. Et je dirais, pour ce qui est des... Vous pouvez retrouver les médias de l'époque. Il y avait un grand élan de sympathie pour ce qui se passait. Je me souviens de mes étudiants à Sciences Po, absolument passionnés par ce qui se passait. Tous les autres cours, on abandonnait le programme de ce qui était prévu. On ne parlait que de ça. On parlait de la chute du mur, on parlait de Prague, et je peux vous dire que tous ces étudiants qui étaient là ne l'oublieront pas de sitôt. On vivait ça au jour le jour avec énormément d'enthousiasme. Nulle catastrophe à l'horizon, un grand espoir qui peut-être est déçu aujourd'hui. Oui, la question initiale était qu'est-ce que pensaient les Allemands? Alors, je vais tenter de donner une petite idée. Alors, moi, je vivais en Allemagne de l'Ouest, à l'époque, jeune journaliste.
Et je peux confirmer ce que Jacques Rupnik vient de dire, la totale surprise. Alors si probablement on avait senti qu'il y avait un épuisement, c'était quand même absolument pas entré dans le discours public qu'il pouvait y avoir un changement. D'ailleurs, la majorité des hommes et femmes politiques allemandes, ouest-allemandes, n'avaient même pas envisagé la possibilité de voir réunifier les deux Allemagnes. Il faut se souvenir, un monde, quand j'en parle à mes enfants, ils me regardent comme si j'avais vécu vraiment au Moyen-Âge, mais c'était un monde où il n'y avait pas de portable, il y avait une lenteur des flux d'informations. Et d'ailleurs, ça va jouer un grand rôle aujourd'hui. Avec les yeux d'aujourd'hui, on a l'impression qu'il y a eu un mouvement qui s'est accéléré d'un coup. Mais en fait, en réalité, il y avait une lenteur énorme quand une amie à moi qui avait couvert les événements en Hongrie se souvient de la petite caravane dans laquelle on avait placé à côté comment on dit Zaun en français, le mot m'échappe là. Non, Zaun, la grille. Voilà, la grille, pardon. Mot essentiel. Qu'on avait placé devant la grille pour savoir quelle était finalement la décision, qu'est-ce que tous ces Allemands qui attendaient la décision, si vous pouvez passer ou pas. Et donc, il y avait ce pauvre petit fonctionnaire qui était dans sa caravane, attendant désespérément des ordres. Et tous les journalistes placés là en train de le regarder pour savoir le moment où quelque chose allait se passer. C'était une lenteur qu'on ne peut plus imaginer aujourd'hui. Et donc, je crois que moi, je me souviens très bien, il y avait une sorte d'étonnement énorme et en même temps un élan qui naît au même moment où on s'est dit, mais maintenant, il faut y aller. Il y a l'histoire qui se fait, ça c'était clair, ce sentiment était très présent. Et je trouve d'ailleurs assez drôle que quelqu'un comme Nicolas Sarkozy, qui était très éloigné des événements, a été tellement bercé dans cet esprit qu'il aurait fallu y être, qu'il a inventé après qu'il y était avec sa pioche. Mais ça exprimait ce mensonge, exprimait parfaitement l'ambiance, parce que tous ceux qui pouvaient, justement parce qu'on était surpris, sont allés voir avec leurs propres yeux. Et moi, j'ai encore mon petit bout de mur, mais pour de vrai, hein, à la maison. C'est ridicule parce que ça pourrait venir de n'importe où, mais c'est vrai qu'à l'époque, c'était quelque chose. On voulait avoir un témoignage de ce qui se passait. Alors, est-ce qu'on savait ce que voulaient les Allemands de l'Est ? Moi, j'avoue, je crois, je ne le savais pas. Et je pense que la grande majorité des Allemands dans mon pays ne le savaient pas non plus. On avait une très vague idée. Et j'aimerais bien, parce que je vois avec des gens qui ne l'ont pas vécu, ça leur paraît bizarre. À l'époque, la RDA, nous, enfants de l'État-providence occidental, la RDA nous faisait peur. On nous disait, quand on était désobligeants ou désagréables avec nos profs, ils nous disaient « mais geht doch nach drüben », allez là-bas, c'était une menace. Je me souviens d'un voyage de classe, on était allé à Berlin-Est, donc déjà c'était archi compliqué d'y aller, mais il y avait des odeurs, ça sentait le trabi et tout. Et on avait peur, on se disait, mais imaginez qu'on ne puisse pas rentrer. Et donc, on était en âge on avait 15 ans et c'était comme un film d'horreur. C'est-à-dire, ils avaient réussi à nous imprégner une vue que derrière le rideau de fer, tout était gris, froid, en quelque sorte. Et ça, c'était très, très présent dans
vraiment, même chez des Allemands éduqués, on avait une image, je crois, assez faussée, mais qui faisait partie de ce qu'on voulait aussi qu'on pense sur cet État. Et je crois que, à part ceux qui avaient des liens familiaux très étroits, la grande majorité se complaisait quand même dans cette aisance assez égalitaire à l'époque. Quand on regarde les chiffres, d'ailleurs, en Allemagne de l'Ouest, on avait réussi à avoir des classes moyennes très, très larges avec, à l'époque, il faut se souvenir, on protestait contre les armes nucléaires que les États-Unis allaient instaurer ou ont instauré chez nous. Et on voyait assez tôt, même avant l'ouverture, en Gorbatchev, un héros. Il était très, très aimé en Allemagne occidentale. Et je pense, on oublie trop vite que on n'avait qu'une vague idée de ce que voulait dire. Je pense qu'il n'y avait vraiment pas de master plan, quoi faire au moment où c'était possible. Et justement, toutes les erreurs, à mon avis, qui étaient commises de la Treuhand, de la façon comment on a restauré les entreprises, racheté ou dissolu l'immobilier, toutes ces erreurs, c'est justement l'absence d'un plan mûrement réfléchi. On a fait très, très vite. Et cela, par la force, effectivement, d'un homme, plus que moi, je fais partie de cette génération qui faisait des blagues sur Kohl. On l'appelait Burn Poire parce qu'il nous paraissait disproportionné dans ses... Enfin, c'était ridicule, mais il n'était pas très aimé. Et avec la réunification, il a montré, je crois, à tous les Allemands, une clairvoyance et aussi une audace qui est devenue très, très rare et qui contraste extrêmement avec ce qui se passe aujourd'hui en Allemagne. Parce que aujourd'hui, on a tellement d'arguments pour ne pas oser quelque chose, alors que lui, il a osé l'euro alors que la réunification était en cours. C'est-à-dire, il a pris les deux défis à la fois. Et je trouve que c'est juste assez incroyable. Et il a eu cette chance vraiment inouïe de travailler avec Jacques Delors, avec Mitterrand et surtout avec Gorbatchev. Willy, bien, je réagis juste par rapport à ce que vous venez de dire. Willy Brandt, dans ses mémoires, à la toute fin de ses mémoires, dit que rien ne sera plus comme avant. Il avait parfaitement conscience que l'histoire a fait comme une sorte de clapet. Il y avait une sorte d'irréversibilité de ce processus avec la chute. Et en même temps, il rappelle, par la même occasion, une forme de responsabilité des Allemands de l'Ouest envers leurs homologues à l'Est. Et donc, c'est le processus de réunification. Et Willy Brandt était un des rares qui avait prévu une réunification, mais il était très isolé dans son parti. Et il y a quelque chose d'autre qui me vient à l'esprit, c'est une absence de plan, un sentiment d'avancer au jour le jour et de réajuster. Il n'y avait pas un mode d'emploi. On ne pouvait pas savoir à l'avance ce qui allait se passer. Vous l'avez rappelé plusieurs fois. On pouvait peut-être réajuster le tir en cours de route. Et aujourd'hui, si on fait le bilan, vous avez mentionné la réunification allemande. Aujourd'hui, 30 ans après, il demeure malgré tout une forme de fracture entre les deux Allemagnes, qui est d'abord une fracture économique, avec les différences de niveau de vie entre Est et Ouest qui subsistent 30 ans après. On a évoqué aussi l'émigration d'une partie des Est-Allemands vers l'Ouest. Et aussi, donc, de là découle une forme de fracture politique. Alors, si on fait aujourd'hui une lecture de l'évolution de ces 30 dernières années, en fait, quels sont les enseignements de ce processus de réunification pour vous ?
peut-être Christine. Si vous permettez, je voulais juste revenir un tout petit peu sur la question avant de revenir sur aujourd'hui. C'est que moi, ce qui m'a frappé à l'époque, moi je ne suis pas historienne, mais j'ai une partie de ma famille allemande des deux côtés, c'était ce qu'attendaient les gens de la réunification, c'est de se retrouver. Et je trouve que dans l'histoire de l'humanité, il y a assez peu de moments de fraternité, et que ça a été, comme disent les Allemands, une Sternstunde, un moment où on se retrouve. Et aujourd'hui, on recrée des murs partout, mais à l'époque, il faut se souvenir de ce moment de retrouvailles qui était incroyable et qui allait aussi avec une attente de la fin de la guerre. Parce qu'on était encore dans un état de guerre, et puis les Allemands de l'Est et tous les pays de l'Est se sentaient beaucoup plus encore qu'on était encore dans un état de guerre froide, et les Allemands de l'Est l'Allemagne de manière générale n'a eu son traité de paix que le 12 septembre 90, donc c'était encore une nation qui n'avait pas toute sa souveraineté. Et ce qui a été très frappant, c'est toute la période qui a suivi la chute du mur, la manière dont la parole s'est libérée, et on voyait partout en Allemagne, surtout à Berlin notamment, mais pas que, les gens qui discutaient. Il y avait ces fameuses tables rondes, et dès qu'on allait quelque part, les gens discutaient sur justement, est-ce qu'il n'y aurait pas une troisième voie entre le socialisme et l'économie de marché. Et il y a une espèce d'effervescence et de réflexion extrêmement libre qui a existé jusqu'aux premières élections libres du 19 mars 90, où là, effectivement, la majorité a exprimé son désir tout simplement de réunification et de quelque part d'avoir la même vie, le même niveau de vie que les Allemands de l'Ouest. Donc il ne faut pas non plus réduire ça à une volonté d'avoir accès à toute la société de consommation. Mais je dirais, moi j'aimerais vraiment souligner ce moment de fraternité. Il n'y en a pas beaucoup. Moi, j'en vois un autre plus récemment, mais qui est très différent, qui n'a pas duré longtemps. C'est le moment de la crise des réfugiés, de l'ouverture, de l'accueil, un court instant, quelques semaines, quelques mois, des réfugiés. D'ailleurs, ça s'est passé un peu au même endroit. On est toujours à la frontière entre la Hongrie et l'Autriche, à Aiguier-Chalom. C'est vrai c'est là où les Hongrois ont coupé les fils de fer barbelés le 2 mai 89, et c'est là aussi, en août 2015, où finalement arrivent des milliers de migrants, et que tout le monde s'étonne que les Allemands les accueillent les bras ouverts dans toutes les gares allemandes. Voilà. C'est intéressant que vous évoquiez ce moment, parce que moi j'ai le sentiment que c'est l'un des moments qui va qui va aggraver quelque part la rupture entre l'Est et l'Ouest du continent, justement. Cette arrivée massive de migrants il y a 4 ans en Allemagne, cela dit, l'Allemagne était quand même très très isolée en Europe occidentale aussi. C'est le seul pays qui a décidé d'ouvrir massivement ses frontières, mais en tout cas, il est clair qu'il y a une réaction de domino. Je pense que le PiS en Pologne, où tout allait très bien, en tout cas d'un point de vue économique, c'était vraiment la success story de l'Europe centrale et orientale. Moi, je me souviens, j'étais allé voir Adam Michnik, donc grand dissident polonais, patron de la Gazeta Wyborcza, donc le grand quotidien libéral polonais, à l'hiver 14. Donc on est en décembre 14. Et je lui demandais comment se fait-il qu'en Pologne, vous sembliez vraiment très avancé sur finalement une forme de rattrapage assez proche des démocraties occidentales, et la Hongrie d'Orban. Et lui était persuadé effectivement que la Pologne se dirigeait vers en tout cas un type de démocratie à l'occidentale française ou allemande. Sauf que les réfugiés ont fait basculer. C'est-à-dire que tout d'un coup, il y a une espèce de grande peur qui a été manipulée, et Orban aussi est sorti renforcé de cette crise. Le PiS donc, a pris le pouvoir et est très puissant aujourd'hui. Et il y a eu tout ce moment de basculement. Ça, je pense, c'est une chose. C'est-à-dire que ce n'est pas du tout la même conception de la nation, ce n'est pas du tout la même histoire de l'immigration. Il n'y a quasiment pas d'immigration en Europe centrale et orientale dans l'après-guerre, jusqu'en 89, ou alors elle est très, très, très marginale.
Donc, ce n'est pas du tout la même conception de la chose. Je pense, c'est une question gigantesque, 30 ans plus tard, de tirer le bilan de ces expériences. Moi, je n'ai pas envie de parler d'économie, je ne m'y connais pas suffisamment. Mais je pense que l'un des problèmes dans toute cette histoire, c'est le projet européen en lui-même. C'est-à-dire qu'effectivement, suite à la chute du mur, Mitterrand, Kohl se mettent d'accord pour passer à une autre étape. Mais enfin, depuis, il n'y a pas eu d'autre étape. On est resté finalement dans la gestion de l'euro, d'amélioration au fur et à mesure, mais il n'y a eu aucune autre étape. Et au fond, pour moi, donc moi je fréquente l'Europe centrale et orientale depuis justement cette période, la fin des années 80 où je suis adolescent, j'y vais très, très régulièrement, j'ai vécu longtemps à Berlin aussi. Moi, ce qui me frappe, et c'était très très frappant déjà il y a 10 ans, donc bien avant l'émergence de ces démocraties libérales, de ces démocratures, c'est au fond, c'est l'absence de sens de cette histoire d'intégration européenne. C'est-à-dire qu'il y a eu tout un processus juridique, économique, normatif, mais au fond, pour aller où et pour faire quoi? Et cette chose n'a jamais été définie. Donc ça concerne et l'Europe centrale et l'Europe de l'Ouest. Et ce vide, finalement, à un moment, a été rempli par un autre récit qui est celui des populistes en Europe centrale. Il n'y a jamais eu de contre-récit. J'écoutais cet été, justement, toute une série d'émissions sur France Culture sur Kundera. Kundera, donc cette histoire d'Occident kidnappé qui, moi, m'a toujours énormément frappé. Et Kundera parle de postmodernité à propos de l'Europe. C'est-à-dire qu'en fait, en Europe occidentale, au fur et à mesure, on a tout déconstruit. Il n'y a plus de récit qui permettrait quelque part une mobilisation à l'ancienne. Il y a d'abord la déconstruction vis-à-vis des crimes qui ont été perpétrés pendant la Seconde Guerre mondiale. La Shoah, je pense, continue d'hanter l'Europe. Et puis après, on a déconstruit le mythe colonial, etc., etc. Je pense que les pays d'Europe centrale et orientale, eux, ne sont jamais entrés dans ce mythe de la déconstruction, d'une certaine manière. Et quelque part, cette absence de récit européen, si ce n'est donc cet ensemble de normes, de lois, de règlements, de directives, qui permet de faire fonctionner une économie de marché, au contraire, n'a jamais permis d'organiser de véritables réunifications, une réunification du continent, qui pour moi passerait par une réunification culturelle. Mais la culture est totalement absente du projet européen depuis 30 ans. Et je pense que c'est elle qui aurait permis notamment de tisser des liens entre cet Occident kidnappé et l'Occident que nous sommes, que nous représentons. Michaela. Je voulais revenir à cette idée que je trouvais, ça m'a frappée parce que Christine, du moment fraternité qui était la chute du mur de Berlin. Et je crois réellement c'était un moment de fraternité, mais une fraternité imaginée. D'où d'ailleurs les déceptions des deux côtés. Je crois qu'effectivement, nous, à l'Ouest, on pensait retrouver l'autre part qui nous avait manqué en quelque sorte. Et on a constaté vraiment que l'autre était vraiment différent. Et vraiment, non seulement dans ses expressions linguistiques, mais aussi, il y a vraiment eu une culture qui s'est forgée. Et que je crois, malheureusement, nous n'avons pas réussi à, faire entrer dans une culture commune, d'où aujourd'hui la persistance d'une perception des fractures qui sont toutes sauf que économiques. Bien sûr, quand vous regardez purement les chiffres économiques, vous constatez que le niveau de vie est un petit peu moindre à l'Est, mais c'est dû aussi largement, quand vous le comparez par exemple avec le bout nord de l'Allemagne, vous arrivez quand même un peu plus à un équilibre. Je pense que la fracture, elle est surtout culturelle. On a des analyses très exactes des électeurs de l'AfD, de l'Alternative für Deutschland, dans les Länder de l'Est. Et ce qui est frappant, c'est que leur motivation n'est pas économique. Quand ils sont interrogés sur leur situation économique personnelle, elle est plutôt très bon. Et donc, c'est un vote qui est surtout motivé par des considérations culturelles.
Et en réalité, ce qu'on constate aujourd'hui, c'est que eux, ils pensaient retrouver la grande Allemagne, la culture allemande dans le sens qu'elle a été enseignée en RDA. Sauf que nous, autres Allemands, on s'était vraiment plu à être un peu les citoyens du monde. Typiquement, dans ma génération, mais aussi ceux qui étaient un peu plus âgés, on préférait parler dans d'autres langues qu'en allemand quand on était à l'étranger. On voulait tout sauf être réduit à notre germanitude. Et on avait d'un coup en face des cousins qui comprenaient pas ce qui nous arrivait. Et je crois que de là est effectivement né un grand malentendu qui a trouvé son paroxysme dans cette crise des réfugiés, où c'était vrai, il n'y a pas eu de scène d'accueil dans les Länder de l'Est, il faut malheureusement le dire. Aucune gare où on a eu les mêmes scènes qu'à Munich. Je pense que pour l'Allemagne occidentale, et je ne veux pas trop forcer le trait d'une fracture, mais elle existait. Nous, on était très marqués par une série de films et des livres sur un terme où je ne trouve pas vraiment l'équivalent français, Vertreibung, c'est-à-dire, c'est pas la fuite, c'est vous êtes des linguistes très savants là, aidez-moi, Vertreibung, c'est-à-dire l'expulsion, mais dans le terme allemand, c'est très fort donc on a revécu en quelque sorte un refoulé de l'après-guerre, parce que juste après l'après-guerre et encore après, on a très peu parlé des expulsions des Allemands de tous les territoires de l'Est. Mais il y a eu justement, avant la crise des réfugiés, un rappel de cette mémoire-là. Et donc je pense, en accueillant ces familles, ces enfants avec des peluches, avec des habits, on a en quelque sorte voulu refermer cette blessure qui était restée. Pour moi, ça m'a vraiment frappée parce que je voyais dans tous mes amis une volonté d'aider, de dire... Vous savez, ma grand-mère, elle était probablement dans cette situation. Elle aurait aimé d'être accueillie comme ça, arrivant sans rien. Et donc, je crois, en revanche, pour beaucoup d'Allemands de l'Est, c'était absolument incompréhensible ce qui se passait. C'est-à-dire pourquoi on voulait faire entrer des gens d'une autre culture, alors que pendant la RDA, leur expérience, c'était... Parce qu'ils avaient quelques travailleurs étrangers venant du Vietnam, de Mozambique, enfin... On les mettait, et c'est vraiment... on n'en parle pas assez. On les mettait donc dans des maisons séparées. Ils n'avaient pas le droit d'utiliser les mêmes restaurants, les mêmes lieux publics que les Allemands de l'Est. C'était pas souhaité qu'ils apprennent l'allemand, et les femmes, si jamais elles tombaient enceintes, étaient obligées d'avorter. Donc, on avait quand même un traitement réservé à l'époque aux étrangers, aux travailleurs étrangers, qui était pas loin de l'apartheid comme on l'a connu dans d'autres régimes. On n'a pas beaucoup parlé de ça après la chute du mur. Et je crois que ces histoires différentes, d'ailleurs, c'est une reproche qu'on peut se faire aussi quand on parle d'histoire franco-allemande. Moi, j'en parle tout le temps. On parle très peu de l'histoire RDA, France. On parle quasiment toujours Adenauer, de Gaulle, enfin... On efface tout un vécu pour beaucoup de gens. Et c'est d'ailleurs étonnant qu'Angela Merkel, elle n'a jamais pris la peine pour dire « j'en ai marre, moi, j'étais pas dans Adenauer et de Gaulle, moi, j'étais... et qu'elle raconte un peu comment elle a vécu ça, mais elle n'a jamais fait, à ma connaissance. Donc cette crise des migrants comme révélateur d'une fracture culturelle entre les deux Allemands,
de deux Allemagnes. Est-ce que en Europe centrale et orientale, c'était vraiment un tournant, hein, le début du basculement vers le libéralisme, Jacques Rupnik? Vous avez pris plein de notes, je me suis dit... Je pense que c'était un tournant, effectivement, parce que des choses qui étaient latentes sont devenues explicites. Le discours a évolué. Et bien sûr que des tendances illibérales sur le plan politique Orbán est arrivé au pouvoir en 2010, donc finalement il a commencé très tôt. La loi sur la presse en Hongrie ou la nouvelle constitution hongroise, tout ça, ça précède. Mais là, il y a quelque chose qui non seulement prend corps parce qu'il y a un nouveau discours autour de la nation qu'il faut protéger, qui se met en place, et c'est plus seulement un pays, c'est l'ensemble des pays d'Europe centrale. Visegrad prend position collectivement. C'est le groupe de Visegrad qui, le 5 septembre 2015, dit non, nous ne prendrons pas, nous n'acceptons pas le système des quotas qui nous est proposé par la Commission européenne, etc. etc. Donc là, ils prennent collectivement ensemble position contre la position de la Commission européenne. Donc, oui, je dirais oui, la crise des migrants est devenue un catalyseur, le discours a changé, et c'est un discours sur la nation qui est menacée, la nation qu'il faut protéger. Et il faut comprendre que l'évolution de la construction nationale en Europe du centre et de l'Est est différente de celle de l'Occident. Et les Français ont du mal à comprendre ça parce qu'en France, c'est l'État qui, sur 1000 ans, construit la nation, parachève ça avec la Révolution française, l'armée, l'école, les institutions. Bon, et on fabrique avec les différentes régions, les différentes variétés linguistiques, on finit par... Voilà, l'État fabrique la nation. Là, c'est des nations anciennes, mais des États récents. Donc, voilà, ils acquièrent... Donc, c'est des Kulturnation. Ils empruntent d'ailleurs le modèle de la construction nationale à l'Allemagne. Souvent d'ailleurs pour s'opposer à l'Allemagne. Donc ils ont une construction nationale et l'Allemagne c'est une Kulturnation. Et donc si vous êtes des petites nations d'Europe centrale dont l'identité est forgée par la culture, la langue, le folklore, la religion, etc., vous avez une autre définition. Et bien entendu, Orbán joue très explicitement sur l'arrivée des migrants qui viennent du Moyen-Orient via la Turquie, ils prennent la route ottomane via la Turquie à travers les Balkans et qui arrivent aux frontières hongroises. Vous voyez le président tchèque qui, il y a quelques mois, en visitant Budapest, dit à Orbán, il félicite Orbán pour avoir construit la fameuse clôture en disant « Vous nous avez rendu un énorme service, vous les avez arrêtés, comme vous avez autrefois, n'est-ce pas, à l'époque de l'invasion ottomane, voilà, ils sont arrivés jusqu'à Budapest, ils ont d'ailleurs conquis Budapest. C'est à ce moment-là d'ailleurs que la capitale de la Hongrie était à Pozsony, alias Pressbourg, alias maintenant Bratislava, etc., etc. Donc il faut comprendre, et souvent en France, ce débat est mené, et d'ailleurs pas seulement qu'en France, mais avec l'accusation. Moi là, je crois que ce qui est intéressant pour nous, si on essaie de voir où sont les différences de perception, et ça s'ajoute, c'est important. Petite nation, sentiment d'être menacé, les frontières ont bougé, la démographie déclinante, une partie de la population qui passe à l'ouest. C'est vrai pour les Allemands de l'Est qui vont à l'Ouest, mais quand vous avez un quart des Bulgares qui passent à l'Ouest, ça c'est quelque chose. Quand vous avez un cinquième des Roumains qui passent à l'Ouest, c'est quelque chose, etc. Et donc, voilà, ça ne justifie rien, mais ça explique au moins en partie pourquoi ils ont cette position-là de défense de la nation. Et évidemment, ce qui était particulier, c'est qu'ensuite ils ont transféré cette posture, ce discours défensif sur la nation, ils l'ont transféré au plan européen. Nous défendons notre nation face à l'invasion, c'est le terme utilisé par an, mais nous le faisons aussi au nom de l'Europe. Nous protégeons l'Europe. Et donc là, on a deux discours sur l'Europe qui s'articulent. Celui de l'Europe occidentale et celui... Voilà, donc vous avez là des ingrédients d'une division
sur cette question. Je ne veux pas parler trop longuement de ça, mais enfin, je crois que ça, c'est un des éléments pour le comprendre, et l'histoire et de la construction nationale, et la démographie, et simplement le fait que ce sont des héritiers des empires. En 1918, ils construisent de nouveaux États qui sont censés être des États-nations, mais qui n'en sont pas. Donc, c'est les États multinationaux. Tous ces États ont un tiers de leur population, c'est des minorités. Avec la Deuxième Guerre mondiale, Hitler extermine les Juifs. La guerre et l'avancée de l'armée rouge favorisent l'expulsion des Allemands. Il y a une homogénéisation de ces nations. Et vous avez donc là une situation où vous avez des États-nations homogènes qui, avec la guerre froide et le rideau de fer, vous ne pouvez pas sortir, mais vous ne pouvez pas rentrer. Et donc, ils n'ont pas connu ce que nous avons connu depuis un demi-siècle en Europe occidentale, c'est-à-dire les vagues migratoires. Et ils ont une perception, alors, très inquiète, perplexe, j'utilise des mots pour le faire, de ce qui est arrivé aux sociétés occidentales. Quand on dit ils avaient leur image de ce qu'est l'Europe occidentale, et quand ils sont venus ou quand ils viennent maintenant, voilà, ça ne correspond pas du tout à l'image de l'Europe, de l'Occident qu'ils avaient. Et pour aller vite, ils considèrent que ce qu'ils voient, ce n'est pas exactement ce qu'ils ont envie d'avoir chez eux. Je simplifie. Bon, vous avez compris ce que je veux dire. Et donc, ensuite, si on dit 30 ans après, il y a des différences de perception, il y a des différences de vécu, etc. Voilà. Il y a aussi deux regards différents sur nos sociétés. Voilà, sur nos sociétés et toute la question, les débats sur le multiculturalisme, etc. Les débats qu'on a en ce moment en France sur le voile, est-ce qu'on peut, etc. Le voile, les islamistes demandent ceci, etc. Ils sont effarés. Là j'étais à Prague. Je termine juste là-dessus. Bon, je rentre de Prague. Samedi, en arrivant à Prague, le taxi me reconnaît et me dit « Alors, qu'est-ce que vous allez en faire ?» Je dis, qu'est-ce qu'on va faire? Qu'est-ce qu'on va faire de quoi? De quoi vous parlez? Mais vous savez bien. Je ne sais rien du tout, je fais celui qui ne comprend pas, etc., etc. Bon, j'arrête l'histoire. En tout cas, quand à la fin, il me dépose, il ouvre le coffre, il me donne ma valise, il me dit, tenez bon, on vous tient les pouces. Ça, c'est le mot tchèque pour dire, on est avec vous, allez. Courage. Donc, c'est eux qui s'apitoient presque sur notre sort, vous voyez. Voilà, donc c'est une sorte d'inversion des rôles. Vous n'êtes qu'un chauffeur de taxi, et je ne dis pas qu'il soit représentatif de la pensée tchèque aujourd'hui, mais voilà, ça vous donne une petite idée de la façon dont nous sommes perçus, dont la France est perçue, ou dont l'Occident est perçu, et donc voilà, difficile de communiquer. Vous voulez faire l'Europe autour du multiculturalisme? Bon courage. Olivier Guèze. Non, je voulais juste rajouter, par rapport à ce qui vient d'être dit, par exemple, la finale de la Coupe du Monde. C'était très intéressant entre la France et la Croatie, parce que toute l'Europe centrale et orientale, évidemment, soutenait la Croatie. Et combien de fois je l'ai entendu aussi depuis un an et des poussières, l'équipe de France n'était pas du tout une équipe française. C'était vraiment le fruit de cette immigration, de ce mélange. D'autres choses que je voulais dire, c'est je pense que les dissidents, quelque part, étaient les arbres qui cachaient les forêts. C'est-à-dire qu'on a eu une image très romantique, en fait, de ce qu'était cette Europe centrale et orientale, qui culturellement, en tout cas, ces dissidents, étaient au fond assez proches des milieux culturels occidentaux de l'époque. Mais en fait, ils ne représentaient pas du tout les populations civiles. Ça, c'est une première chose. Je pense que deuxièmement, on l'a rappelé assez rapidement, mais d'un point de vue historique, l'Europe centrale et orientale et l'Europe occidentale n'étaient pas du tout au même stade. Les pays d'Europe centrale et orientale avaient vécu sous occupation pendant 40 ans.
Et c'était des pays qui avaient connu une Seconde Guerre mondiale absolument sanglante, avec quelquefois des guerres civiles, des conflits terribles. Et les populations, à partir des années 90, n'ont pas du tout envie. Alors évidemment, Bruxelles, c'est beaucoup plus agréable que Moscou, mais enfin, il n'empêche que quelque part, c'était à nouveau céder des pans entiers de souveraineté. Et beaucoup de ces populations n'en voulaient pas. Donc ce n'était pas du tout le même processus historique à ce moment-là. Et puis troisièmement, ce qui a commencé finalement avec la crise des migrants, on a eu l'impression que c'était une espèce de... On retrouvait quelque part le mur entre l'Est et l'Ouest, mais en fait, aujourd'hui, cette barrière, elle scinde toutes les sociétés européennes. La question par rapport à l'islam, par rapport à la migration, par rapport à l'identité, au départ a scindé l'Europe en deux, mais aujourd'hui, elle scinde toutes nos sociétés. L'Italie de Salvini, qui était encore au pouvoir, ou quasiment au pouvoir il y a jusqu'à encore quelques semaines, se rapprocher par moments. Orban et Salvini s'entendent très bien. En France, on est totalement, mais plus que scindé, totalement perdu par rapport à ces questions identitaires. Donc, et on retrouve ça, on a parlé de l'AfD rapidement, on retrouve ce qui a commencé par être une première rupture, une nouvelle rupture en tout cas entre l'Est et l'Ouest, qui s'est finalement totalement importée au niveau du continent européen. On a à peu près, donc il est 9h moins 5, on a encore un petit peu de temps. Mais je voudrais peut-être vous poser une dernière question à chacun, et je vous laisse chacun de vous saisir de la chose. On a essayé de donner quelques éléments d'analyse à la fois de 89 et de ce qui a suivi. On a parlé beaucoup de 89, un petit peu de ce tournant illibéral. Jacques Rupnik a parler de cette expérience avec le conducteur de taxi. Qu'est-ce que vous diriez aujourd'hui à un Tchèque qui sent sa nation menacée et qui vote pour des populistes aujourd'hui? Qu'est-ce que vous lui diriez? Parce qu'on peut analyser ce qui est en train d'arriver, on peut essayer de donner des éléments de réponse, d'explication pourquoi, mais que faire avec ça? Bon, là, vous me prenez de court. Moi, j'essaye de ne pas être dans l'accusation « vous n'êtes pas de bons Européens, vous ne défendez pas les vraies valeurs européennes », etc. Parce qu'il y a tout un débat sur qu'est-ce que sont les valeurs européennes, etc. Je serais plutôt tenté si... ce n'était pas un chauffeur de taxi, mais quelqu'un avec qui je puisse mener une conversation normale, j'essaierai de dire, voilà le monde dans lequel nous vivons. Voilà les raisons pour lesquelles l'Europe, derrière l'ancien mur, reste, j'allais dire, du point de vue de la composition de sa population, 30 ans après, différente de celle de l'Ouest. Donc nous avons eu beaucoup de convergences, sur le plan économique, extraordinaire, ça a été mentionné, sur le plan des institutions, sur le plan de la démocratie, les gens circulent, les voyages, le mode de vie, l'espérance de vie, etc. Formidable convergence. Et pourtant, donc, sur ces questions, elle est divergente. Moi, j'essaierais plutôt de dire, écoutez, face à ce problème qui est là, qui est dans l'environnement de l'Europe, est-ce que vous pensez que la solution soit individuellement celle de chaque État, et donc les Tchèques doivent, comme Orban, se préparer à refaire la clôture, ou bien est-ce qu'il faut chercher une solution européenne? Ça ne veut pas dire que celle qui est proposée aujourd'hui soit la bonne, mais il faut chercher une réponse européenne. Nous devons chercher ensemble. Et ça vaut pour la migration, ça vaut pour les questions de sécurité plus généralement. Regardez à l'Est notre voisinage, ce qui se passe en Ukraine, Crimée, etc. Regardez au Sud et ce qui vient de se passer avec la Turquie en train de massacrer des Kurdes, qui étaient nos seuls alliés contre les djihadistes. Et quand on ose s'interroger là-dessus, on a M. Erdogan qui nous dit « Écoutez, si vous n'êtes pas content, j'ai 3,5 millions de réfugiés ici, dites-moi combien, j'ouvre le robinet quand je veux. » Donc voilà, donc on est face à ça, des États qui s'écroulent au sud de l'Europe.
Et nous avons à la Maison-Blanche un président tout à fait imprévisible, c'est le moins qu'on puisse dire, et qui remet complètement en cause ce que nous pensions être les fondements de la relation transatlantique. Eh bien, je dirais à mon interlocuteur tchèque, écoutez, dans cette situation-là où nous sommes, est-ce que vous pensez qu'un seul État européen peut apporter une réponse seule à cela ? Notre réponse, elle doit être commune, elle doit être européenne, elle ne peut être qu'européenne. Et c'est justement dans cette situation-là, plus que jamais, qu'on a cette conscience-là. Alors je lui dirais, ça ne veut pas dire que c'est à Bruxelles que quelqu'un détient et qu'il y a un commissaire qui sait comment... Non, je dirais, il faut absolument, non pas dresser Visegrad contre les autres, etc. Il faut maintenant, véritablement, chercher des réponses européennes. Mais évidemment, ça veut dire dans chaque pays, œuvrer pour que cette idée que l'Europe peut être non seulement une menace, parce que l'Europe, ça représente l'ouverture, mais que ça doit être la réponse. Donc voilà, il faudrait engager, je dirais comme ça, engager le dialogue sur le fait que la réponse ne peut être qu'européenne. Personne n'a le monopole pour l'élaborer ou en détenir une vérité, etc. Ce n'est pas Bruxelles qui va décréter, mais il faut être présent à Bruxelles, il faut être présent dans les institutions, il faut être présent dans le débat public en général pour trouver des réponses. Voilà, c'est ce que j'essaierai de dire à mon ami tchèque et c'est ce que j'essaie de faire à mon modeste niveau. Merci. Michaela Wiegel. Je dois aussi parler en tchèque ou je peux parler en allemand? En allemand, justement. Parce que mon tchèque est pas vraiment très bon pour être convaincant. Non, plus sérieusement. Alors tout d'abord, je crois que il est essentiel justement que on reprenne pas la perspective très négative qui est celle des populistes, justement. On a l'impression c'est une immense vague de nostalgie qui est en train de déferler, c'est-à-dire, parce qu'il y a derrière toutes les critiques, souvent d'ailleurs justifiées, en Allemagne, l'AfD dit beaucoup de choses que les autres partis n'osent plus ou ne veulent plus dire, parce qu'ils ont oublié un discours de vérité. Et je crois donc, il faudrait essayer, mais je sais combien c'est difficile, d'adresser le plus honnêtement possible les questions qui se posent. Et j'admets, si je venais de l'Allemagne de l'Est avec une histoire de là-bas, j'aurais souvent, dans la vie publique allemande, l'impression que mon histoire était oubliée. Parce que dans beaucoup de récits sur énormément de choses, on n'a que le récit de la culture dominante qui était celle de l'Allemagne occidentale. Et je crois, par des petites touches, ça devrait être le travail de toute la société, mais que les médias, notamment, doivent être sensibilisés. Moi, ce que je trouve le grand paradoxe, c'est quand même, c'est plus le cas aujourd'hui, mais on a eu très rapidement les deux plus hauts dirigeants de l'Allemagne venaient de l'Est, et pourtant, cette perception qu'il y avait une sorte de colonisation par l'Ouest a persisté. Donc ça, c'est quand même un grand échec. Et je ne comprends pas. Vraiment, je ne comprends pas. Je crois que Joachim Gauck l'a quand même essayé, mais je crois l'immense difficulté, c'est probablement aussi que le récit occidental, enfin, j'utilise le terme pour marquer l'Allemagne de l'Ouest, que ce récit est tellement fort qu'il domine tout. C'est aussi une possibilité, parce qu'il se retrouve aussi dans une partie du rêve non assouvi des Allemands de l'Est. Et alors, pour la question de l'immigration, je suis devenue française, c'est-à-dire je suis aussi complètement perdue. Je dois dire que j'ai grandi
en toute honnêteté, hein, j'ai grandi avec une idée de l'ouverture d'esprit, voilà. Et aujourd'hui, je vois quand même aussi des phénomènes qui m'inquiètent. Et donc, moi, je n'aurais pas le discours du professeur, c'est tout, qui peut dire à mon allemand, et il ne faut pas penser comme ça, parce que... Et moi, je pense juste que la France, là, en l'occurrence, a de l'avance sur nous. Je pense que nous, aujourd'hui, ça se passe à peu près bien parce que on est encore dans la phase de la première génération je parle là des réfugiés, hein, de la dernière vague. Je ne parle pas des Turcs parce que là, les problèmes sont différents. Mais là, on est dans la première génération, mais on ne sait pas ce qui se passera après. Et donc, voilà, je n'ai pas de discours. C'est assez frustrant, mais c'est la vérité. Mais j'attendais pas un discours. Hein. Christine. Vous étiez très strict. Vous avez dit il faut répondre à la question. Non, quand même pas. Christine de Mazières, vous venez de publier un roman en fait qui revient sur ce tournant 89, sur la période d'avant. Et est-ce que c'est pas une manière aussi d'adresser un message? Pourquoi avoir, ou autre, je demande autrement, pourquoi vous avez décidé aujourd'hui de revenir sur cette période d'avant? On est 30 ans après. Écoutez, c'est une longue histoire parce que j'ai effectivement commencé à l'écrire il y a quelques années. Mais moi, je suis franco-allemande et j'ai grandi en étant tous les étés sur une plage du bord de la Baltique avec en face un mirador. C'est la baie de Lübeck, Travemünde, et en face, c'était la RDA. Donc j'ai grandi avec cette conscience d'une Allemagne divisée. D'ailleurs, les gens à l'ouest ne parlaient pas de la RDA, ils disaient la Ostzone, donc la zone de l'Est, qui faisait très peur parce qu'il y avait des Russes, donc ça faisait très très peur. Et puis un beau jour, quand j'avais 10 ans, j'ai reçu une lettre d'une cousine de l'autre côté du mur, dont j'ignorais totalement l'existence, et ça m'a intéressée. Et donc j'ai été voir de l'autre côté. Et bizarrement, pour reprendre ce que disait Michaela, ça m'intéressait plus moi en tant que française, enfin franco-allemande, que mes cousins ouest-allemands. Pour eux, pourquoi veux-tu aller voir les cousins à l'est? Aucun intérêt. C'est pas un pays intéressant. Et cette histoire de division est quelque chose qui personnifiait en fait cet état de guerre qui continuait. C'était vraiment la division est née du nazisme. Voilà, c'était la conséquence logique. Et pour moi, l'Europe était incomplète. Enfin, lorsque j'étais étudiante à Sciences Po, je suis allée en carte interrail à 19 ans, aller voir tous les pays de l'Est. On était 4-5 ans avant la chute du mur. Et c'était incroyable parce que tout le monde disait mais qu'est-ce que vous allez... J'étais avec une amie, qu'est-ce que vous allez faire là-bas? C'est des pays dangereux, on va vous apporter des oranges quand vous serez en prison. Et on a fait des rencontres extraordinaires. On avait partout rencontré des gens qui étaient européens, qui avaient une envie de contact. Et ça m'a vraiment durablement marqué. Il y avait aussi un autre petit attrait qui était qu'il n'y avait pas de société de consommation là-bas. Et en fait, on s'est rendu compte que finalement, c'était quelque chose qu'on est revenu. C'était quelque chose de très oppressant de voir les magasins surchargés de plein de choses dont on n'avait pas besoin. J'idéalise pas du tout les sociétés de pénurie. Mais voilà, mon envie d'écrire cette histoire est née en fait de toute cette expérience et aussi de rappeler à ceux qui n'ont pas vécu cette division et ce moment d'euphorie de la chute du mur, de rappeler ce que c'était, parce qu'on ne se rend pas compte, cette absence de liberté, ce que ça signifiait. Je pense aussi que la division demeure encore dans les têtes, hein, en tout cas entre les deux Allemagnes, même si sur le plan économique, c'est globalement un succès et l'égalisation est en marche. La division, elle existe encore parce qu'on n'a jamais... du jour au lendemain,
toute la société a disparu, toutes les références, tout le cadre dans lequel les gens avaient été socialisés a disparu du jour au lendemain. Donc ça laisse des traces. Et même si, effectivement, nous avons eu ensuite une chancelière, à un moment, un président de la République allemande qui était issu de l'Est, finalement, ça n'a pas suffi pour recréer complètement une unité. Mais globalement, moi, je pense que le phénomène maintenant de l'AfD, notamment à l'Est, est quelque chose qui nous effraie, bien entendu, mais je me demande si ce n'est pas quelque chose d'un peu transitoire, parce que finalement, l'apprentissage de la démocratie libérale, ça met du temps. Et nous aussi, on a traversé quand même des moments assez longs pour y arriver. Et donc, voilà, je suis plutôt dans une interrogation à ce sujet sur le fait de ne pas peut-être avoir une vision trop pessimiste des choses. Merci. Olivier Guèze, je vous laisse le dernier mot de... Si je parlais un Tchèque, un Allemand de l'Est, ou je pense que un peu comme Michaela Wiegel l'a dit, le problème c'est que les démocraties libérales ne se portent pas très bien ou pas bien, et que c'est difficile de proposer vraiment avec conviction un contre-modèle. Ce qui était intéressant et facile finalement en 89, en tout cas de l'extérieur, c'est qu'en gros il y avait un modèle qui fonctionnait, qui était porteur de liberté, porteur de valeurs, et puis un modèle qui lui était contre la liberté et qui ne fonctionnait plus. Donc c'était très simple. 30 ans plus tard, tout ça est totalement brouillé. Si les démocraties libérales fonctionnaient bien, ça se saurait. Toutes les sociétés occidentales sont totalement partagées. Et en gros, la ligne de division, c'est la mondialisation. Mais même autour de cette ligne, il y a toutes sortes de sous-familles. Enfin, il y a qu'à voir ce qui se passe pour la énième fois en France autour du voile ces derniers temps. On voit bien que tous les partis sont divisés. C'est-à-dire que, globalement, personne n'a trouvé la réponse. Et c'est compliqué, justement, par rapport à un Hongrois, un Tchèque, un Polonais, un Allemand de l'Est, qui est angoissé, qui sent un monde disparaître, lui dire « Regardez, chez nous, vraiment, ça fonctionne bien ». C'est la première chose. Donc, c'est un appel à la modestie, d'une certaine manière. Deuxièmement, pour les questions de sécurité, et là, pour le coup, je trouve ça extrêmement inquiétant. Trump, il est à la Maison-Blanche depuis 3 ans. Erdogan, il est au pouvoir depuis 15-16 ans. Quand on imagine que la sécurité de l'Europe est gardée à l'Est par Erdogan et à l'Ouest, le commandant en chef, c'est Donald Trump. Mais je ne vois pas d'immense initiative depuis 3 ans. C'est pas comme si on avait découvert il y a 10 jours, tout d'un coup, qu'Erdogan était un tyran turc et que Trump était capable de faire tout et n'importe quoi. Et je sens pas cette prise de conscience justement au niveau européen. Ça, je trouve ça extrêmement inquiétant. Après, pour essayer de finir quand même sur une note positive, ou en tout cas moins négative, et ça c'est mon grand dada, je pense que tout ça passe par la culture. C'est-à-dire, je pense que tant que les Européens n'oseront pas... C'est-à-dire, il est impossible d'intégrer qui que ce soit lorsque vous ne savez pas qui vous êtes, d'où vous venez et où vous allez. C'est simple. On ne peut pas intégrer quelqu'un si on ne sait pas qui on est. Les Européens avaient l'occasion, dans les années 90 et au début des années 2000, de définir qui ils étaient. Mais lorsque vous définissez qui vous êtes, c'est pas pour ça que vous vous fermez à l'autre. Mais les Européens ont refusé, en fait. Donc, quelque part, pour qu'une famille fonctionne, elle doit connaître son identité. Tout ne peut pas être toujours dans le vague. Habermas, évidemment un philosophe extrêmement intéressant, lui, il a parlé de patriotisme constitutionnel pour l'Europe il y a quelques décennies. Mais c'est une folie en termes, pour un pays, pour un continent, pour une société. Ça peut fonctionner parmi quelques intellectuels, mais on a refusé de donner à cette aventure européenne de la chair, des couleurs, des images très fortes. Je pense que, évidemment que la solution est européenne, mais tant que l'Europe n'osera pas finalement mettre des visages connus sur ses billets en euros, tant que l'Europe n'osera pas dire qui elle est, d'où elle vient, quelle est son histoire, quelles sont ses réussites, mais quels sont aussi ses terribles échecs, je pense que cette unification européenne n'aura pas lieu, et je pense qu'elle aura tendance à
à s'effriter encore plus. J'ai voulu finir sur une note positive, mais finalement, j'arrive pas. Je suis désolé. Mais je pense que ça passe vraiment. La question de la culture, pour moi, elle est fondamentale et elle est totalement absente des débats européens. Il n'y a qu'à voir le budget de la Commission actuelle. Il est ridicule, ce budget de la culture. Or, c'est la seule chose, à mon sens, qui, au départ, peut vraiment lier les Européens. Et donc, réintégrer quelque part cette Europe, comme on l'appelle en France toujours, cette Europe de l'Est, finalement à la famille européenne. Donc c'est pas finalement si négatif que ça. Il y a de l'espoir. Non, mieux vaut être un pessimiste réaliste qu'un optimiste. Voilà. Il nous reste à peu près 20 minutes. Donc je vous propose de passer la parole à la salle. Donc si vous avez des questions, il y a un micro qui circule. Alors là, il y a des questions. Catoir, je suis un ex-diplomate allemand et quand j'ai travaillé pour le Quai d'Orsay, je n'avais pas mon accent germanique qui vient avec la décrépitude de l'âge. Je voulais revenir sur 3 points. Quand je suis arrivé, il y avait juste la petite dispute entre Jacques Rupnik et Olivier Guèze sur la réaction immédiate après la chute du mur. Moi-même, j'étais donc en mission et j'ai vu la fracture dans tous les pays voisins, entre une certaine élite et Quai d'Orsay ou autres, et la population en général. Simplement, j'étais en Italie, où je devais répondre pratiquement tous les jours à la télévision, et après quelques jours, il y avait le... Vous pourriez parler dans le micro, je ne sais pas si on vous entend. Oui. Après quelques jours après la chute du mur, j'étais confronté en Italie pour la première fois au mot « Quatrième Reich ». Et ça m'a accompagné ensuite pendant très longtemps. Et j'ai vu Mitterrand venir à Rome et les autres, etc. Et j'ai vu ces fractures. Mitterrand était quelque part en déphasage jusqu'au début de 90 sur ce qui s'était passé le 9 novembre et ce qui s'était passé le 30 novembre lorsque Kohl a fait son plan de 10 points. Quand j'ai téléphoné à M. Andreotti le 10 novembre ou à son porte-parole pour lui demander s'il avait un commentaire à faire, son porte-parole, et je lui disais que Cossiga avait d'Alger fait une déclaration comment il était enthousiasmé par la chute du mur. Le porte-parole de Andreotti m'a répondu, je viens de parler avec le Premier ministre, enfin le président du Consiglio, et il m'a dit qu'il n'y a rien à commenter. C'était le 10 novembre. Donc il y avait une fracture dans ces élites, et quand j'ai travaillé pour le Quai d'Orsay en 93-94 pour l'élargissement vers l'Est, j'avais accès à ce qu'un directeur de l'Europe, Plot, avait écrit directement après. Et là, on voyait la réelle-politique tout à fait claire. Alors, il y avait une différence, un déphasage. Et ça, vous pouvez le suivre. J'ai des milliers d'anecdotes où j'ai rencontré un tel ou un tel. Mais enfin, est-ce que vous l'avez senti de la même façon qu'il y avait cette fracture dans les différents pays voisins? Ou est-ce que je suis le seul dans la salle? Je propose qu'on recueille peut-être plusieurs questions, parce que le temps presse. Question des réfugiés. Qui, sur le podium, a raison à trouver le robinet que Honecker avait après les accords de Helsinki et le déferlement des réfugiés qui passaient à travers la RDA en 75, 76, 77, 78. C'était une grande déferlante. Simplement, on me parle toujours de 2015. Il y avait déjà des vagues de demandeurs d'asile qui venaient du tiers-monde. Monsieur, votre micro ne marche pas, donc les autres ne peuvent pas entendre. Qu'est-ce que... Oui. Il y a un monsieur derrière vous qui souhaite aussi poser une question. Et vous avez on a 15 minutes, oui, monsieur. Oui, les travailleurs
du Mozambique et du Vietnam, c'était pratiquement un travail forcé parce qu'on remboursait les dettes pour les fournitures d'armes. Merci, monsieur. Est-ce que vous pourrez passer à votre collègue? Merci. Merci. Paul Larnaud, j'ai relevé, juriste, j'ai relevé dans les propos de Mme Wiegel une sorte, je me le dis à ma façon, mais c'est une sorte de domination de l'Ouest, des populations de l'Ouest sur les cadres de l'Ouest, sur les populations de l'Est. Alors, il y a eu au préalable une discussion intéressante de M. Rupnik sur l'imprévisibilité. Tout le monde était d'accord pour dire que c'est quelque chose d'imprévisible. Mais il y a eu la figure de Helmut Kohl qui est apparue et qui a mené de front ces paris de réunification et de création de l'euro. Alors, je veux dire, est-ce que ce mixage de différentes informations, est-ce que ça permet de dire, il y a eu peut-être c'était imprévisible, mais il y a peut-être eu des fautes, des erreurs du moins, qui ont été commises pour amener, après la chute du mur de Berlin de 89, pour amener à ces politiques illibérales qui ont impliqué du populisme. Est-ce que ça devait se passer autrement? Est-ce que on doit déplorer l'absence toujours d'hommes comme Helmut Kohl qui en 93 a laissé les clés de Berlin, du Kanzleramt? Est-ce que ça aurait dû se passer différemment? Est-ce qu'on n'a pas privilégié, au lieu d'une convergence économique Europe centrale et puis Europe de l'Ouest, est-ce qu'on n'a pas privilégié l'aspect des globalisations économiques? Est-ce qu'on n'a pas échangé l'un contre l'autre? Qui veut répondre? On prend encore une question? Merci Philippe Gros. J'avais la chance d'être en Allemagne au moment de ces événements. Et je voudrais apporter un petit témoignage qui permet de rebondir sur la question de l'imprévisibilité. Je crois qu'il y a eu non seulement imprévisibilité, impréparation, mais qu'il y a eu aussi déni des pays occidentaux vis-à-vis du camp socialiste, et notamment vis-à-vis de la RDA. J'étais en Allemagne, dans le réseau diplomatique, comme je vous l'ai dit, et pendant tous ces événements, les messages qui étaient envoyés à Paris par les deux ambassades, celle qui était à Bonn et celle qui était à Berlin-Est, étaient complètement différents. Complètement différents. Avec une ambassade qui disait que le processus était enclenché et que les choses allaient aller assez vite, et une autre ambassade qui disait non, le régime de l'Allemagne de l'Est va tenir, alors que, comme l'a très bien dit Christine de Mazières, le système économique, en tout cas, était déjà pourri de l'intérieur, était en train de se désintégrer. Et cette opposition sur l'interprétation des événements nous a amené les dirigeants français, le président Mitterrand, à avoir pendant 2 ou 3 mois une position de déni sur l'évolution de l'Allemagne. Ce qui l'a amené à faire cet incroyable voyage en décembre 89 à Berlin-Est, où il est allé voir les dirigeants est-allemands, les nouveaux dirigeants est-allemands, enfin qui venaient quand même du régime, avant que le chancelier Kohl puisse lui-même faire le déplacement, ce qui a d'ailleurs été très mal vu à ce moment-là par le chancelier Kohl. Donc il y a eu une forme de déni, et qui explique peut-être aussi parce qu'on s'était très mal préparé et qu'on n'a pas voulu voir, je parle de la relation France-Allemagne et France-RDA, puisqu'on a parlé tout à l'heure, Michaela a parlé de la position de la France par rapport à la RDA, nous étions dans une analyse qui était une analyse assez positive de la RDA, jusqu'à la fin de l'année 89, ce qui est assez incroyable, alors que le système s'est effondré très rapidement, y compris au niveau de l'État est-allemand. Voilà ce que je voulais dire. C'est simplement le témoignage que je voulais apporter. Et le deuxième élément, c'est aussi l'impréparation des dirigeants ouest-allemands. Alors ça, je suis moins bien placé pour en parler qu'évidemment des citoyens de l'Allemagne de l'Ouest. Mais quand on voit comment le chancelier Kohl a pris cette incroyable décision de la conversion monétaire entre
qui était peut-être historiquement et politiquement nécessaire de la conversion de 1 pour 1 entre le Deutschmark et la monnaie est-allemande, mais il a pris cette décision sur le plan politique. Il fallait la prendre probablement, mais il n'y avait eu aucune analyse économique de l'impact de cette décision qui a coûté très très cher au tissu économique de l'Allemagne de l'Est. Dernière chose, moi j'invite la direction de la maison Hein à nous organiser un débat sur la culture comme vecteur de l'intégration européenne, parce que je pense que ça doit être un débat très intéressant, parce que je ne suis pas tout à fait d'accord avec ce qui a été dit par M. Guess, à savoir que ça sera aussi efficace qu'on pourrait le penser. Parce que quand on a vu les débats que nous avons eus en France sur l'identité nationale, et les débats qui ont commencé à apparaître au moment de la Constitution européenne, quand il s'est agi d'invoquer dans ce projet mort-né qu'il fallait mettre les racines judéo-chrétiennes, on a vu le tas de divisions de la société française. Je pense qu'une approche culturelle qui est absolument nécessaire, je suis absolument d'accord, mais une approche culturelle qui pourrait sauver l'Europe, j'en suis pas du tout sûr, parce que vraiment, je pense qu'on est aussi très divisé sur ce qu'est l'identité nationale dans chaque État, en particulièrement en France, et ce qu'est l'identité européenne. Merci. Mais j'aimerais bien qu'on ait un débat là-dessus, avec M. Guess. Est-ce que M. Guess veut répondre ou réagir? Oui, non, mais évidemment, mais si j'avais la solution miracle, ça se saurait, bien évidemment. Mais je pense que l'absence de terreau culturel européen dans le projet de construction européenne depuis 50, 60 ans est un gigantesque drame, en fait. Parce qu'au fond, quand est-ce qu'on est solidaire? C'est quand on a un sentiment de familiarité, de famille. Et on a bien vu, finalement, avec la crise grecque il y a 10 ans maintenant, qu'au fond, il n'y avait pas de solidarité. Que finalement, quand les choses allaient bien, tout roulait d'une certaine manière. Et puis à partir du moment où l'un des membres de la famille, justement, s'est trouvé dans les difficultés, par sa propre faute et pour d'autres raisons, eh bien, il n'y a pas eu de solidarité. Et je pense que sans ce terreau culturel, il ne peut pas y avoir véritablement de solidarité. Après, ce que vous dites est tout à fait juste. Incroyablement compliqué de définir une culture européenne. Mais cette difficulté, en fait, illustre, je pense, une partie de l'impasse de l'aventure européenne aujourd'hui. C'est qu'on parle d'aventure européenne, mais on n'est pas capable de définir ce qu'est l'aventure européenne. Ou on ne veut pas, ou certains en ont peur, et c'est l'un des grands problèmes de notre continent. Mais effectivement, organisons un débat sur la culture européenne. C'est un thème fascinant et très complexe, mais à mes yeux, absolument capital. Merci. Il y avait une question dans la deuxième rangée, peut-être, oui. Merci pour les différentes contributions. Un témoignage très rapide et une question. Je crois qu'il est important, effectivement, pour tous ceux qui n'ont pas connu, de transmettre cet enthousiasme. Je n'ai jamais oublié, quand j'avais 10 ans, en février 62, la Bernauer Straße et les tombes qui m'ont frappé, qui sont imprégnées encore aujourd'hui dans ma mémoire. J'ai vécu la division de l'intérieur par le côté le plus horrible de ces... Et en 72, jeune étudiante en maîtrise, mon passage à Berlin-Est, où ma 4L a été entièrement fouillée pendant 1h30, tous les papiers que j'avais venant du Reichstag confisqués et balancés, et ma cassette des Beatles, enregistrée, confisquée, je ne l'ai récupérée que le soir parce qu'il était interdit, donc l'expérience de la dictature. Et ma joie immense en 89, je crois qu'il faut quand même dire ça quand même. Ça a été un tel bonheur que cette chute du mur que à chaque fois que je vais à Berlin, j'ai un plaisir inouï à passer en vélo, puisqu'on ne peut plus passer en voiture, mais à passer en vélo sous la porte de Brandebourg, c'est quelque chose comme moi qui reste encore aujourd'hui un immense bonheur quand même. Donc, bon, après ça, bien évidemment qu'il y a des fractures, et j'ai bien aimé votre analyse disant que l'histoire de l'Ouest s'écrit. C'est une histoire très occidentale, très, très Bundesdeutsch, et qu'on peut comprendre que des Allemands de l'Est, j'aime pas du tout l'expression bien sûr, elle est tout à fait provocante, mais aient vécu quelque chose comme un Anschluss aussi, quand on les voit disparaître parfois complètement, y compris par les dirigeants. Et ma question était dans cette fracture, justement au niveau historique ou culturel, est-ce qu'il n'y a pas un problème de mémoire aussi
dans une attitude totalement différente par rapport aux national-socialistes et dans l'accueil des réfugiés. Vous avez parlé à juste titre des expulsés, bon voilà, et dans une solidarité, mais il me semble que dans l'accueil, et y compris sur les dirigeants, dans l'accueil, il y avait quand même une sorte de dette de l'Allemagne vis-à-vis des Juifs exilés qui avaient été accueillis. C'est pas un hasard si l'article faisait partie de la Constitution et que parce qu'il y avait eu très tard, mais il y a quand même cette Vergangenheitsbewältigung, ce travail sur le passé quand même efficace en République fédérale, qui n'a jamais eu lieu en République démocratique, où il n'y avait que des antifascistes. Hein. Donc le mythe des antifascistes, et puis très, comme vous l'avez bien dit, très fermé par rapport à une population beaucoup plus ouverte avec les Gastarbeiter. Est-ce que donc ce rapport à la mémoire serait aussi peut-être un élément expliquant cette fracture qui malheureusement demeure actuellement, et en particulier sur le plan culturel. Voilà. Excellente observation. Et je n'ai pas évoqué cette question parce que je ne suis pas claire dans ce que je dois en penser. J'ai vu qu'en France, il y avait tout de suite cette lecture. Oh là là, les Allemands, ils doivent encore avoir un tel sentiment de culpabilité pour qu'ils accueillent de cette façon. Il y a un autre aspect dont on parle maintenant, mais qui moi, m'a frappé dès le départ, parce qu'en accueillant des Syriens, on accueillait quand même des gens dans la culture de leur pays, l'éradication d'Israël était totalement acceptée. C'est-à-dire, en quelque sorte, pour être provocateur, on accueillait les bras ouverts des gens qui n'étaient vraiment pas les amis des Juifs. Et donc, moi, je ne suis pas totalement rassurée par votre hypothèse que je pense est une possibilité, mais est-ce que vraiment on a voulu effacer la dette du national-socialisme, c'est-à-dire l'extermination des Juifs en accueillant des Syriens? Enfin, moi, j'ai beaucoup de mal dans cette cohérence et c'est pour ça, alors là où je suis totalement d'accord avec vous, c'est clairement cette culture d'antifascisme d'État en RDA a fait en sorte qu'on a pu se passer, et d'ailleurs on a de plus en plus de témoignages pour le documenter, on a pu se passer de justement d'une introspection, d'un sentiment d'une culpabilité, d'un passage un peu obligé de se confronter aussi à son propre passé familial. Tout ça, effectivement, c'était absolument pas nécessaire. Et donc, ça, à mon avis, explique effectivement un autre rapport aussi aux étrangers. Mais sur l'aspect dette, culpabilité, moi, je ne suis pas encore sûre. Une dernière question, peut-être ? Ok. Merci beaucoup à tous les orateurs. J'ai juste une petite question en complément. Vous voyez aussi dans la salle, il y a aussi des jeunes qui sont là, des jeunes, des étudiants qui font des thèses, qui font des doctorats. Alors, pour rester fidèle au sujet de ce soir, c'était la réflexion des intellectuels français, disons, face au mur, face au chute du mur. Alors, la question que je voulais vous poser, le professeur, il a dit, il faut être présent pour participer à ces discussions que les intellectuels franco-allemands, eux, amènent. Alors, la question que je vais vous poser, c'est celle de savoir, est-ce que vous avez cherché comment d'autres intellectuels, d'autres continents, notamment les États-Unis, ils participent à cette réflexion, à ces analyses que vous faites? C'est ça la question que je vais vous poser. Qui veut réagir et répondre? Je peux dire que
nous avons bien entendu une tendance à voir 89 de façon très eurocentrique. C'est l'Europe qui est le cœur et l'Allemagne qui est le cœur de la division de l'Europe, et l'Europe est le cœur de la division du monde, c'est la guerre froide. Donc les deux blocs. Donc l'Europe est au centre. C'est peut-être le 89, c'est le dernier moment où l'Europe est au centre de l'histoire mondiale. Donc, si vous me posez la question comment ailleurs on voit cet événement, ben, évidemment, on le voit principalement à travers l'avènement de la mondialisation. 89, bon, c'est la fin de la guerre froide, mais c'est l'avènement planétaire de la mondialisation. Il n'y a plus de limite. Globalisation du marché, et bien entendu, il y avait l'idée aussi que donc la démocratie va se propager, etc., et qu'un nouvel ordre international va se construire. Bon, on voit bien ce qu'il en est advenu. Mais je crois que la réflexion, bien sûr que si vous posez la question à un Américain, ça sera dans ce sens-là, c'est le triomphe. Si vous posez une question à un Asiatique, il verra, c'est le moment où la Chine devient la puissance. Voilà. C'est là qu'ils ont opté pour la modernisation autoritaire. Voilà. On ne va pas suivre Gorbatchev qui avec sa perestroïka qui devient catastroïka, fout tout par terre, on choisit une autre option, le capitalisme autoritaire, la modernisation autoritaire. Ça, c'est la vision asiatique. Et donc, il y a effectivement différents regards sur 89. Vous posez la question au Japon, etc. Voilà. Donc, nous avons une vision, mais c'est normal. Nous parlons de la chute du mur de Berlin. Nous avons une vision centrée sur les deux Allemagnes et les deux Europes. Voilà, ça c'est notre question. Mais vous avez raison de dire, si vous posez la même question ailleurs, vous aurez des réponses décalées. Et peut-être c'est bien que les Européens prennent conscience du fait que voilà, ce moment que nous avons vécu avec une telle intensité, c'est le moment où nous-mêmes, nous serons éclipsés. Voilà, c'est un petit peu ça qu'on pourrait dire. Alors, s'il n'y a pas d'autres questions, je propose qu'on s'arrête là, qu'on poursuive peut-être les débats à la sortie de la salle. Je tiens à remercier la maison Heinrich Heine pour l'organisation de cette table ronde, à tous les discutants d'avoir joué le jeu. Et je vous souhaite à tous une très belle soirée. À bientôt.